Bonjour à tous. L'histoire des sœurs Pollock est l'une des plus troublantes du 19e siècle. Elle commence tragiquement en 1957 lorsqu'un accident de voiture fauche Joanna, 11 ans, et Jacqueline, 6 ans, laissant leurs parents Florence et John Pollock anéantis. Mais ce drame ne marque pas la fin de leur histoire. Bien au contraire, il n'en est que le début car John Pollock, un homme excentrique qui croit en la réincarnation, affirme que ses filles reviendront à la vie. Sa certitude frôle l'obsession, au point de fâcher son entourage. Mais lorsque Florence donne naissance à des jumelles en 1958, l'étrangeté de l'affaire se révèle. Les fillettes portent d'étranges marques de naissance correspondant à la blessure de l'une des sœurs ou à la marque de naissance de l'autre sœur décédée. Mais pire encore, les jumelles racontent des souvenirs qui ne devraient pas être les leurs, évoquant avec précision des lieux jamais visités et reconnaissant des personnes qu'elles n'ont jamais rencontrées. Toutefois, des secrets de famille bien cachés viendront remettre en doute toute cette affaire. La croyance que l'âme vivrait au-delà du corps périssable pour s'incarner à nouveau est un concept partagé par diverses religions et traditions spirituelles occidentales et ésotériques. En Europe, cette croyance reste minoritaire, mais pas pour autant négligeable. Le psychiatre américain Ian Stevenson, qui a étudié plus de 2500 cas d'enfants affirmant se souvenir de leur vie passée, a accordé sa meilleure attention à l'affaire des sœurs Pollock. Les recherches de Stevenson, bien que controversées, reposaient sur une méthodologie rigoureuse visant à éliminer les explications rationnelles avant d'envisager l'hypothèse de la réincarnation. Et c'est avec la même rigueur scientifique qu'il a étudié le cas des jumelles qui nous intéresse aujourd'hui. Alors si vous le voulez bien, plongeons tout de suite dans cette plus que troublante histoire. Les parents, John et Florence Pollock, dirigeaient une entreprise de livraison de lait. Malgré sa foi chrétienne et contrairement à sa femme, John croyait fermement en la réincarnation. Pour lui, l'Église avait tort et tôt ou tard, il pressentait que d'une manière ou d'une autre, il recevrait la preuve qu'il pourrait ensuite révéler au monde entier. La démonstration que la mort du corps n'était pas une fin en soi. Lors de la mort, l'âme ne faisait que quitter momentanément une enveloppe corporelle pour en regagner une autre. Sa femme Florence n'accordait quant à elle qu'une tiède curiosité aux croyances de son mari, parce que celle-ci allait à l'encontre de l'enseignement catholique qui rejette le principe de réincarnation. En effet, la doctrine chrétienne repose sur la foi en la résurrection des morts et le jugement particulier, soit la rétribution immédiate après la mort de chacun, du paradis, de l'enfer ou du purgatoire, selon les œuvres commises durant la vie et la sincérité de sa foi. Et cette résurrection n'implique en aucun cas chez les catholiques une succession de vies terrestres. En 1946, le couple Pollock donnera naissance à Joanna, leur troisième enfant, car ils avaient déjà 2 garçons. Par la suite, 2 autres frères s'ajouteront à la liste. Et en 1951, après que la famille ait déménagé dans la ville de Hexham, leur deuxième fille, Jacqueline, naîtra. Comme les parents, Florence et John, travaillaient tous les deux dans leur entreprise de livraison de lait, les 2 sœurs et leurs frères seront élevés principalement par leur grand-mère maternelle. Les fillettes, très tôt, étaient déjà inséparables. Joanna, de 5 ans, l'aînée, aimait jouer à la maman avec Jacqueline. Elle prenait aussi beaucoup de plaisir à se déguiser et adorait improviser de petites pièces de théâtre. C'était une fille généreuse et altruiste qui partageait facilement ses jouets. Aussi, les 2 sœurs s'amusaient beaucoup à peigner les cheveux de leurs frères et de leurs parents. Mais Joanna, la plus grande, racontera plus tard son père, nourrissait ce curieux pressentiment que jamais elle n'atteindrait l'âge adulte, disant souvent « Je ne serai jamais une dame ». Malheureusement, elle n'avait pas tort. La vie de Joanna et Jacqueline devrait bientôt s'arrêter. Le 5 mai 1957, les 2 sœurs étaient prêtes pour partir à l'église où leur mère Florence devait les rencontrer plus tard. Les voilà qui s'engagent sur le chemin qui longe une route peu fréquentée. Joanna est alors âgée de 11 ans et Jacqueline de 6 ans. Elles sont accompagnées d'un ami prénommé Anthony. Alors que les enfants discutaient gaiement sur le chemin et n'étaient qu'à une centaine de mètres de l'église, une voiture verte les percuta à toute vitesse, tuant les fillettes sur le coup. Anthony fut projeté dans l'herbe et décédera plus tard durant son trajet à l'hôpital. La femme qui était au volant, Marjorie Wynne, s'arrêtera quelques mètres plus loin. L'air perdu, elle demandera « Est-ce que j'ai percuté quelque chose ?» Il s'avérera par la suite que Marjorie Wynne souffrait de troubles mentaux. Elle avait foncé sur les 3 enfants car elle était en pleine crise psychotique.
Quelques heures plus tôt, elle avait tenté de mettre fin à ses jours en avalant 14 comprimés d'aspirine et du phénobarbitone, un barbiturique utilisé principalement comme anticonvulsant et prescrit le plus souvent pour traiter l'épilepsie. Marjorie Wynne avait perdu son mari 6 ans plus tôt et ses filles venaient d'intégrer un pensionnat. Ne supportant pas la solitude, dépressive, elle voudra mettre fin à ses jours avec cette surdose de médicaments. Mais comme cela n'avait pas fonctionné, elle aura la mauvaise idée de prendre sa voiture pour ensuite faucher 3 enfants. Interrogé par un journaliste le jour même des faits, John Pollock, leur père, dira que depuis une semaine, ses filles vivaient dans la peur d'un accident de voiture, car leur frère aîné, Ian, avait eu 5 jours plus tôt la prémonition d'un accident de voiture. Un accident qui avait pris place à une centaine de mètres où la voiture de Marjorie Wynne avait percuté les enfants. Après ce drame terrible, Florence était dévastée et John restait cloîtré dans son bureau. C'était son quartier général, l'endroit où il pouvait penser en paix, philosopher, écouter de la musique classique. Car si John était un livreur de lait, il n'en était pas moins instruit. D'ailleurs, il se posait énormément de questions sur le monde qui l'entourait. L'âme revenait, la mort n'était qu'un passage. Il se disait que Dieu l'avait puni en lui retirant aussi soudainement ses filles. Car c'est trop souvent qu'il avait réclamé à Dieu de recevoir une preuve certaine que la réincarnation n'était pas qu'une simple croyance. Mais noyé dans ses réflexions profondes, John savait au fond de lui que son vœu le plus cher allait bientôt être exaucé. Et la mort de Joanna et Jacqueline en avait dû être le coup. John disait souvent à Florence sentir la présence des fillettes décédées dans une pièce à l'étage. Oui, il affirmait qu'elles étaient là, juste à attendre leur retour. Et c'est très souvent qu'il réitérera à sa femme qu'elle tomberait bientôt enceinte à nouveau. Elle allait donner naissance à des jumelles qui seraient en vérité leurs filles réincarnées. Il était tellement insistant que Florence en avait assez. Elle n'en pouvait plus de ses idées bizarres et de ses théories farfelues. Mais quelques semaines plus tard, elle s'apercevra en effet qu'elle était de nouveau enceinte. Voilà l'occasion toute trouvée pour John d'affirmer à qui voulait bien l'entendre que Joanna et Jacqueline étaient en route pour retourner chez elles, qu'elles seraient bientôt réincarnées. Et c'est très exactement 17 mois après la mort de Joanna et Jacqueline, le 4 octobre 1958, que Florence donnera naissance à des jumelles monozygotes que le couple prénommera Gillian et Jennifer. 2 filles étaient bien nées. Étrange, car le médecin avait affirmé à Florence qu'elle n'attendait qu'un seul enfant. Il n'avait entendu qu'un seul battement de cœur durant sa grossesse. On raconte aussi que lorsque les jumelles sont nées, un ami est venu trouver John, qui livrait son lait, disant « J'ai une bonne nouvelle pour toi. » « Oui, je sais, des jumelles !» En arrivant à l'hôpital, John remarquera tout de suite les similitudes avec 6 fillettes décédées. Jennifer avait une tache sur le front, à l'endroit même où Jacqueline s'était fait une cicatrice, car celle-ci était tombée de son tricycle vers l'âge de 3 ans et s'était heurtée la tête contre un seau, occasionnant une blessure qui avait nécessité 3 points de suture. Gillian, l'aînée, mais seulement de 10 minutes, avait quant à elle, comme sa sœur décédée Joanna, une tache de naissance sur le côté gauche de sa taille, ressemblant à une empreinte de pouce. Incroyable, n'est-ce pas ? Le couple, avant la naissance des fillettes, s'était bien mis d'accord. Tant que les jumelles étaient petites, il n'allait pas leur révéler qu'ils avaient eu 2 filles avant elles. Elles n'avaient pas besoin de savoir cela, leur enfance devait être sereine. Ils avaient donc décroché et rangé toutes les photos de Joanna et de Jacqueline, et toute la famille devait garder le silence. Il était mieux pour tout le monde de laisser cette histoire tragique derrière eux. 6 mois après la naissance des jumelles, la famille Pollock déménagera à Whitley Bay, située à 50 km de Hexham. Ils mettaient ainsi le passé définitivement derrière eux. À Whitley Bay, John ouvrit une épicerie et sa femme Florence gardait cette fois-ci ses enfants. Ils n'étaient plus gardés par la grand-mère. La famille était donc on ne peut plus heureuse d'entamer cette nouvelle vie. Mais bientôt les fillettes, en grandissant, cumulaient les similitudes avec leur sœur décédée. Mais l'événement qui persuadera Florence Pollock, rappelez-vous, elle ne croyait pas en la réincarnation, c'est ceci. Quand les jumelles étaient suffisamment grandes, elle leur descendra une malle rangée au grenier qui contenait les anciens jouets des fillettes décédées.
Aussitôt la malle ouverte, Gillian se saisira des jouets préférés de Johanna, tandis que Jennifer choisira spontanément ceux de Jacqueline. Mais surtout les fillettes nommeront les poupées de la même manière. Voilà Marie, voilà Suzanne. Et puis il y avait un tas d'autres similitudes. Les jumelles avaient les mêmes goûts que les sœurs décédées, elles aimaient les mêmes vêtements, les mêmes chansons, mais surtout, elles parlaient des amis que leur sœur morte avait eus et qu'elle n'avait jamais rencontré. Très vite, d'autres analogies seront découvertes. Jennifer tenait son crayon comme Jacqueline et Gillian avait la même façon de marcher en canard que Johanna. Puis quelques années plus tard, quand les jumelles étaient âgées de 4 ans, la famille fera un petit séjour à Hexham, là où leur sœur avait vécu et qu'elle-même avait quitté à l'âge de seulement 6 mois. Et durant ce séjour, les jumelles ont pu identifier précisément plusieurs éléments, notamment leur parc préféré. D'elles-mêmes, elles se sont dirigées vers le parc pour se rendre directement au balançoire, montrant clairement qu'elles connaissaient le chemin. Les deux sœurs affirmaient y avoir joué lorsqu'elles étaient plus grandes. Elles auraient également désigné sans erreur un arbre particulier, affirmant que c'était leur arbre et qu'elles avaient souvent joué autour. Aussi, les fillettes ont décrit les chemins qu'elles empruntaient, parlant également sans l'avoir vu du ruisseau qui traversait le parc. Tout aussi étonnant, John rapportera également comment ses filles, alors qu'ils marchaient tout droit en direction de l'église Sainte Mary, lui avaient dit que leur école était juste au-dessus et que la cour de récréation était à l'arrière. Comment ces filles pouvaient-elles savoir que l'école qu'on n'apercevait pas depuis la route était juste derrière ? Autre détail troublant. Quand Florence travaillait à Hexham avec son mari dans leur entreprise de lait, elle avait pris l'habitude de revêtir une blouse blanche. Mais celle-ci avait été rangée au placard lorsque Florence avait cessé de travailler après la mort de ses premières filles. Mais voilà qu'un jour, John, désireux de faire des travaux de peinture, enfila l'ancienne blouse blanche de sa femme. L'une des jumelles, âgée désormais de 4 ans et demi, s'écriera « Pourquoi portes-tu la blouse de maman ?» Mais le plus inquiétant dans cette histoire de similitude est le fait que les parents surprendront souvent leurs filles à jouer à être mortes. Et c'est plus d'une fois que Florence Pollock entendra ses filles discuter des détails de l'accident. Elle racontera plus tard à Ian Stevenson qu'une fois, elle a vu Gillian bercer la tête de Jennifer en disant « Le sang coule de tes yeux, c'est là que la voiture t'a heurté. » Aussi, Gillian avait raconté un jour à sa mère la façon dont Jacqueline s'était fait une cicatrice en pointant du doigt la tache de naissance de Jennifer, disant « C'est la marque que Jennifer s'est faite quand elle était tombée sur un seau. » Or, Jennifer n'était jamais tombée sur un seau, c'était Jacqueline. Mais le plus stupéfiant encore restait leur phobie des voitures. Toutes les deux faisaient des cauchemars récurrents à ce sujet, refusant aussi de traverser une route si elles ne tenaient pas fermement la main de leur mère. Un jour, alors que l'une des jumelles entendra une voiture démarrer, elle criera à sa sœur terrorisée. « La voiture vient pour nous !» Autre détail étrange, les jumelles qui étaient gardées désormais la plupart du temps par leur mère s'adressaient le plus souvent à leur grand-mère maternelle pour leur confier leur chagrin ou recevoir un câlin. Or, rappelez-vous, c'est elle qui avait le plus contribué à l'éducation de Johanna et de Jacqueline. Et c'est vers elle que les jumelles se tournaient désormais pour obtenir des conseils, même si Florence était maintenant entièrement à leur disposition. Et aussi, tout comme leur sœur aînée décédée, dont elles ne connaissaient pas l'existence, les jumelles aimaient peigner les cheveux de leur famille, en particulier ceux de leur père. Un jour également, alors qu'elles étaient scolarisées, Gillian et Jennifer se sont plaintes à leur mère du déjeuner qu'elles prenaient à la maison, affirmant qu'elles pouvaient déjeuner à l'école et qu'elles avaient déjà fréquenté la cantine. Mais ce n'était pas le cas de Gillian et de Jennifer, mais effectivement de Johanna et Jacqueline, qui avaient bien déjeuné autrefois à la cantine de leur école. Aussi, Gillian, tout comme sa sœur Johanna avant elle, avait montré le même intérêt précoce pour les costumes et le théâtre. Aussi, elle semblait plus mature que sa sœur jumelle, malgré leur âge identique. Enfin, quand Jacqueline avait été fauchée par la voiture de Marjorie Wynne à seulement 6 ans, elle apprenait à ce moment-là encore à écrire. Et son enseignante lui avait maintes fois reproché sa manie qu'elle avait de tenir son crayon dans son poing serré. Or, lorsque Gillian et Jennifer ont commencé à apprendre à écrire, Gillian a très tôt tenu son crayon comme il faut, tandis que Jennifer le tenait comme Gillian, droit dans son poing. En grandissant vers l'âge de 5 ans, les souvenirs de leur vie antérieure ont commencé à s'estomper chez les fillettes.
Mais Ian Stevenson avait déjà observé cela chez la plupart des enfants. Les souvenirs d'une vie antérieure s'effacent généralement au même âge. Mais pour le chercheur, qui rencontrera à plusieurs reprises au fil des ans la famille, le cas des sœurs Pollock était plus que troublant. Et les théories contraires qui affirmaient que les parents avaient influencé sans s'en rendre compte la mémoire des enfants, laissant échapper malgré eux des informations à propos de leur fille décédée, n'expliquaient pas tout, à commencer par leur tâche de naissance et le fait que les sœurs aient nommé directement précisément les jouets des fillettes. Ian Stevenson ne croyait pas en cette théorie que John et Florence Pollock aient pu modeler les comportements de leur fille. Mais était-ce la famille qui aurait consciemment ou non alimenté les souvenirs des jumelles? Ou bien encore est-ce que les parents avaient trouvé dans cette histoire de réincarnation le meilleur moyen pour eux de faire leur deuil? Pourquoi pleureraient-ils leur fille si elles se sont réincarnées? Dans une interview, John Pollock dira même qu'il ne se rendait plus au cimetière, ou alors que très rarement, et que surtout il n'apportait jamais de fleurs. Cela lui aurait paru totalement hypocrite. Pour lui, les tombes de Joanna et de Jacqueline, dirait-il presque froidement, étaient seulement le symbole que leur fillette était ressuscitée. Quand les jumelles atteindront l'âge de 9 ans, Ian Stevenson reviendra les voir et vérifiera en effet qu'elles avaient oublié leurs souvenirs. Puis il rencontrera à nouveau la famille en 1978, alors que les jumelles avaient 20 ans. Non, les jumelles ne se souvenaient de rien sauf quelques années plus tard, une brève réminiscence, car en 1981, Gillian, âgée de 23 ans, déclarera avoir eu ce qu'elle appellera des visions intérieures, dans lesquelles elle s'est vue jouer dans un bac à sable avec ses frères. Elle a alors parfaitement décrit la maison, le jardin, les pelouses et les vergers, qui correspondaient bien à la maison dans laquelle la famille avait vécu à Hexham, lorsque Joanna avait moins de 4 ans. C'était là le dernier souvenir des sœurs Pollock de leur vie passée. L'année suivante, leur mère Florence décédera à l'âge de seulement 57 ans. Et seulement un an plus tard, John se remariera à une autre femme. John et Ian Stevenson continueront cependant de correspondre jusqu'à la mort de John, qui surviendra en 1985. Voilà pour l'histoire des souvenirs des jumelles Pollock, ou du moins pour les similitudes relevées par les parents et transmises à Ian Stevenson. Depuis, cette histoire est considérée comme l'une des plus troublantes, alimentant la théorie de la réincarnation. Mais voilà que fin octobre 2024 est sorti le podcast Extrasensory. Ce podcast est une production originale d'Apple. Il comporte 8 épisodes et dans l'un d'eux, la productrice Rosie Pye est allée rencontrer les petites filles de John et de Florence Pollock, plus exactement les filles d'un des 4 garçons du couple, Ian Pollock. Ces 2 femmes se prénomment Lisa et Joanna. Et toutes les deux ont leur grand-père John en aversion. Ainsi, Liz évoquera cette grande maison et ses souvenirs de vacances à Scarborough où ses grands-parents vivaient alors dans les années 70. Lisa passait beaucoup de temps avec sa grand-mère Florence qui tenait alors une librairie. Lisa était très attachée à sa grand-mère qui était une femme timide et très douce. Dans le podcast, elle raconte qu'elle voyait très rarement son grand-père John qui passait tout son temps enfermé dans son bureau. Elle se souvient qu'elle n'aimait pas sa présence car il demandait toujours aux enfants de rester silencieux. Lisa évoque également ce cruel souvenir dont lui avait parlé son père, Ian. Ce dernier lui avait raconté qu'à la mort de ses sœurs dans l'accident de voiture, il n'avait que 14 ans. Comme personne, à ce moment-là, ne lui avait dit que ses sœurs étaient mortes, il s'était rendu à l'hôpital et il avait pris des oranges pour les donner à ses sœurs. Et c'est là que son père lui a dit froidement et sans aucune compassion « Elles sont mortes, elles n'en ont pas besoin ». Pire encore, John Pollock le grondera quand il se mettra à pleurer. Mais Lisa dira également que son père, Ian, n'avait en vérité jamais raconté à son père avoir eu une prémonition au sujet de l'accident de voiture. John aurait inventé toute cette histoire. Pour Lisa, il était évident que son grand-père avait tout inventé. Il avait menti sur tout. À leurs voisins, aux journalistes, à Ian Stevenson même, il aurait tout inventé durant des années dans le seul but que le monde parle de lui. Comme le suggère très justement Will Sharp, l'animateur du podcast Extrasensory, que faire de sa parole puisqu'elle n'était pas là à l'époque? La productrice du podcast ira ensuite jusqu'en Californie pour interroger la sœur de Lisa, Joanna, de 7 ans, son aînée. Comme Ian avait eu Joanna à seulement 17 ans,
Les jumelles n'avaient que 3 ans de plus qu'elle. Elles se connaissaient donc très bien car elles passaient toutes leurs vacances ensemble. Quand elle était plus jeune, elle avait appris à un moment donné que les jumelles avaient eu des sœurs autrefois qui étaient décédées, mais elle n'avait jamais su dans quelles circonstances. Et comme sa sœur Lisa, Johanna était persuadée également que son grand-père avait tout inventé, et ce jusqu'au moindre détail. Il voulait attirer l'attention à lui. Si Florence avait elle aussi soutenu ensuite l'idée de réincarnation, c'est parce que John l'avait forcée. Elle révélera que John se comportait violemment avec Florence. Si elle faisait mal quelque chose, il la punissait, la faisant nettoyer la maison ou encore cuisiner durant la nuit. À plusieurs reprises, elle avait remarqué des bleus sur sa grand-mère. Florence lui aurait même confié qu'elle avait dû soutenir toute cette histoire de réincarnation car elle n'avait pas eu le choix. John aurait donc été un affabulateur, un manipulateur et un homme tyrannique et violent envers sa femme. Mais pire encore. Dans le podcast, la jeune femme révélera également ce jour où son grand-père l'avait demandé de monter dans son bureau. « Viens Johanna, on va regarder des livres. » Mais les livres en question étaient des ouvrages d'autopsie. Johanna n'avait que 3 ans, et c'est là que son grand-père, alors qu'elle parcourait les pages abominables de son ouvrage, procédera à des attouchements sur elle. Pour Johanna, son grand-père était un monstre pathétique. Encore aujourd'hui, elle nourrit une haine féroce envers lui. Comme vous le voyez, il ne fait aucun doute que pour ces 2 petites filles, ou du moins les filles de Yann, que John était un menteur pathologique, un narcissique pathétique, un sale petit bonhomme, conviendront-elles, imbu de sa personne qui avait manipulé tout le monde. L'histoire ne s'arrête pas là, vous vous en doutez, car Rosie Pye s'est ensuite rendue dans le nord-ouest de l'Angleterre pour aller trouver l'une des jumelles, Jennifer en l'occurrence, âgée désormais de 66 ans. Sa sœur Gillian était quant à elle décédée à l'âge seulement de 44 ans d'une crise cardiaque. Jennifer vivait aux côtés de son second mari. Contrairement à ses nièces, Jennifer défendra son père au sujet de la réincarnation. Elle dira qu'il croyait sincèrement en la réincarnation et qu'il était un spiritualiste convaincu. Elle affirmera qu'il ne les avait jamais influencés dans leur version. Il leur disait toujours de dire la vérité et de ne pas mentir. Elle affirmera aussi qu'elle avait été mise tardivement au courant qu'elle avait eu des sœurs décédées. Et ce n'est qu'à l'adolescence qu'elle sera au courant aussi de cette histoire de réincarnation, car elle-même ni sa sœur ne se souvenaient de ce qu'elles avaient dit à leurs parents. Jennifer dira que ni son père, ni sa mère, ni ses frères, personne n'avait jamais rien laissé fuir. Cela avait été un secret bien gardé, jusqu'à ce qu'une équipe de télévision vienne les rencontrer quand elles avaient 13 ans. Et c'est alors seulement que leurs parents leur auraient raconté qu'elles avaient bien eu 2 sœurs décédées 1 an avant leur arrivée. Son mari Steve, interviewé également durant le podcast, soutiendra la même histoire que Jennifer, disant que sa femme n'avait jamais varié son histoire. Il dira même que John, qu'il avait connu, était un homme très honnête, au moins sur ce point. Jennifer dira qu'elle ne se souvenait pas d'avoir été à Hexham plus jeune, ni des noms de ses poupées, mais alors, rappelez-vous, elle n'avait que 4 ans. En revanche, elle se souvenait avoir eu une peur très grande des voitures et que cette peur était même encore présente à ce jour. Elle se rappelait aussi que petite, elle adorait peigner les cheveux de ses parents, tout comme elle se souvenait aussi d'avoir mal tenu son crayon. Elle se souvenait encore que sa sœur Gillian marchait les pieds écartés, elle était même surnommée à l'école le pingouin. Son père n'avait donc pas tout inventé. On pourrait croire en l'écoutant que Jennifer cherche à sauver la mémoire de son père. Mais ce serait là se tromper, car dans le podcast, elle se souvenait bien que John n'était pas toujours très honnête. Ce dernier, en effet, avait eu plusieurs maîtresses. Il avait même demandé un jour à sa fille de lui servir d'alibi alors qu'il devait se rendre chez l'une d'entre elles. Donc John était un homme tout à fait capable de mentir et pire encore, d'impliquer ses filles dans ses mensonges. Voilà donc un homme très retors. Jennifer aussi se souvenait des bizarreries de son père puisqu'elle avait trouvé dans son bureau des poupées vaudou couvertes d'épingles. Enfin, à la question de Rosie Pye, de savoir si elle validait ou non la théorie de la réincarnation, Jennifer dira qu'elle y croyait à 80%, mais qu'évidemment, il était difficile de se prononcer car tout cela restait un mystère.
Par contre, elle dira qu'elle était persuadée qu'après la mort, l'âme survivait, car elle sentait sa sœur jumelle constamment auprès d'elle. Elle confiera que quand elle se sentait mal, elle entendait sa sœur lui murmurer « Ne pleure pas, Jenny, ne pleure pas ». Voilà pour les multiples visages de John Pollock. En définitive, dans cette affaire, les seuls éléments tangibles restent les marques de naissance des sœurs et la peur peut-être des voitures. Mais cette peur aurait pu très bien être induite par la peur inconsciente de la maman. On ne peut l'imaginer autrement que crispée quand elle marchait avec ses fillettes dans la rue. Mais pour le reste, tout repose sur ce que John et Florence auraient raconté à Stevenson. Mais rappelez-vous, ce dernier avait une démarche scientifique. Il n'a pas rencontré la famille qu'une fois ou deux. Il a traversé 6 fois l'océan pour les rencontrer. Est-ce qu'il se serait tout de même fait manipuler par John ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Mais avant de clore cette histoire, je vais vous parler de Lorraine, une autre petite fille de John, mais qui ne l'avait pas connue car son grand-père est décédé 2 ans avant sa naissance. Elle dira que son père, Jonathan, haïssait, tout comme l'avait fait Ian, son père. Mais en revanche, ce dernier lui avait raconté à quel point John avait adoré les jumelles, qu'il avait traitées comme ses princesses. Elles étaient sa joie de vivre. On peut donc se demander s'il les traitait ainsi parce qu'il était fermement convaincu que les jumelles étaient bien ses premières filles réincarnées. Quoi qu'il en soit, manipulé ou pas, le travail de Ian Stevenson reste encore à ce jour une référence incontournable dans l'étude des expériences liées à la réincarnation. Son approche méthodique a influencé de nombreux chercheurs en parapsychologie et en sciences de la conscience. Ainsi se termine ma vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt.